Bonjour, je démarre aujourd'hui une nouvelle série sur les solvers. Les solvers qui font partie des outils de base extrêmement puissants qu'il y a dans Houdini, qui permettent de faire tout un tas de choses. Et pour découvrir un petit peu ce concept, on va aujourd'hui générer un simulateur d'insectes qui va nous permettre de faire se déplacer des insectes. Alors dans un premier temps, on va commencer par quelque chose de très très basique, et puis on va monter en gamme au fur et à mesure que le projet avance. Donc je suis dans Houdini, dans le contexte SOP, avec ma petite organisation en 3 panneaux, et on va commencer par créer au scene level un objet géométrique. On lui donnera un petit nom plus tard, et à l'intérieur, on va utiliser le node add, qui est un des nodes, là encore un des nodes de base d'Houdini, qui permet de créer un point. Donc je coche ici la création d'un point. Les coordonnées sont de 0, 0, 0 par défaut, donc le point va être à l'origine. Et en laissant tourner ma souris sur le viewport, je vais appuyer sur la touche D. Je vais aller dans la catégorie géométrie et je vais augmenter un petit peu le point size. Je vais mettre environ 10. Voilà, de manière à ce que le point soit très visible. Ce genre de manipulation n'a aucune incidence sur le rendu ou sur le comportement de la géométrie, c'est simplement de l'affichage. Ce petit point est destiné à devenir un insecte. Donc on va lui donner des propriétés. On va ajouter des propriétés à ce point, donc par le biais des attributs, puisque par défaut, ce point n'a qu'un seul attribut qui est sa position, et on va venir lui donner des attributs supplémentaires. Donc notre petit insecte, notre point, va avoir besoin d'une direction. Donc on va définir un vecteur de direction, et on va également définir une vitesse pour pouvoir dire à quelle vitesse est-ce que notre insecte se déplace. Donc je vais créer un node wrangle et je vais l'appeler initialisation. On a donc besoin de savoir dans quelle direction ce point va se déplacer, donc on va créer un vecteur. Ce sera donc un attribut. Je mets le petit arrobase et je vais l'appeler dir. Et on peut déjà donner une direction arbitraire. Donc je vais ici utiliser des accolades pour définir sa direction. De manière complètement arbitraire, je vais dire que cet insecte va se déplacer dans la direction des x positifs. Ensuite, on va lui donner une vitesse. Donc je vais définir un nouvel attribut de type float, que je vais appeler vitesse. Et ici, il va falloir commencer à réfléchir aux unités. Donc par défaut, Houdini utilise comme unité le mètre. Il utilise les unités standards internationales. Et pour des raisons pratiques et pour une question d'échelle, comme on va travailler sur quelque chose qui est destiné à devenir un insecte, on va changer un petit peu ça, et donc je vais définir qu'une unité vaut 1 cm. Donc je vais pouvoir dire que cet insecte va pouvoir se déplacer, mettons, de 1 mm par frame. 0,1, donc ça va être un dixième de centimètre. Par rapport à toutes ces notions d'unité, j'ai pas vraiment besoin de dire à Houdini que j'ai décidé de changer d'unité. Ce sera éventuellement au moment du rendu ou de l'export qu'on viendra changer l'échelle des choses, mais pour le moment c'est juste pour moi. J'ai besoin de savoir à quelle échelle je travaille. Bien, on a donc une direction, une vitesse,
Et on va maintenant venir déplacer notre point dans la direction de son vecteur de direction et d'une distance qui va correspondre à sa vitesse. Donc je crée un autre angle et je vais l'appeler applique déplacement, déplacement tout court. On va faire rester toujours le plus simple possible. Et ici je vais tout simplement dire que la position du point, donc son attribut de position, doit être égal à sa position plus, et ici donc je vais prendre la valeur normalisée de sa direction de manière à avoir un vecteur qui fait une unité de longueur. Donc normalize de la direction. Je vais passer dans la petite fenêtre d'édition, voilà. Et je vais multiplier ça par sa vitesse. Donc de cette manière, le vecteur de direction, quel qu'il soit, va être ramené à une longueur de 1 et ensuite multiplié par la vitesse afin de réduire ou d'augmenter sa taille. Et le résultat de cette opération sera rajouté à la position. Donc en activant et en désactivant ici le node déplacement, on voit donc que le point se déplace. Par contre, quand on va jouer la timeline, bien évidemment rien ne va se passer puisque à chaque frame, donc si je me mets à la frame 2, ce qui se passe c'est que le point est créé, un nouveau point est créé à la frame 2, il est initialisé et le déplacement est appliqué. Puis à la frame 3, ça recommence, il y a un point qui est créé, les attributs qui sont initialisés et le point se déplace. Donc, ici, ce qu'il va falloir qu'on fasse, c'est qu'on fasse en sorte que le point, à chaque frame, reparte de la position qu'il avait à la frame précédente. Et c'est exactement à ça que servent les solvers. Donc on va venir ici créer un solver. Je vais mettre de côté mon node déplacement pour le moment et je vais brancher le solver à la suite de l'initialisation. Et ce node de déplacement, je vais le couper avec CTRL X. Je le sélectionne, CTRL X, je rentre à l'intérieur du solver et je le recolle. Donc, à l'intérieur de ce solver, il y a déjà 5 nodes qui sont présents. On a 4 nodes input qui correspondent aux 4 entrées du solver ici, input 1, 2, 3, 4. Et on a également ce node qui s'appelle donc prev frame, donc pour previous frame, qui va aller récupérer l'état dans lequel il était à la frame précédente, dans lequel était le node à la frame précédente. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui dire, à partir de l'état de la frame précédente, tu appliques le déplacement. Alors théoriquement, ça devrait poser un problème d'œuf et de poule, puisque à la frame 1, la previous frame serait la frame 0 et elle n'existe pas. En l'occurrence, on n'a pas besoin de se préoccuper de ça. Si on est à la frame 1, le solver va considérer que l'état précédent, c'est tout ce qu'on a pu mettre en place au préalable. Donc maintenant, si je joue la timeline, on voit que mon point se déplace, puisque il va partir de sa position d'origine. Le solver va le faire se déplacer. Et à la frame suivante, le solver ne va absolument plus tenir compte de tout ça, comme si ça n'existait plus, et il va venir se nourrir de lui-même, en quelque sorte, et réappliquer le déplacement une deuxième fois, puis une troisième fois, une quatrième fois, et ainsi de suite. Et on a comme ça le point qui se déplace. Maintenant qu'on a ce fonctionnement de base qui est actif,
et ben, on va venir faire en sorte de modifier la direction. Alors pour ce faire, on peut y aller de manière relativement directe, c'est-à-dire qu'avec un attribut randomize, ici, hop, voilà. On va lui demander de venir modifier la direction, donc l'attribut tir. On va lui demander d'ajouter un nombre aléatoire à cette direction. Et ce vecteur aléatoire, puisqu'on est ici sur un élément de dimension 3, donc c'est un vecteur, et on va lui donner donc une amplitude possible, potentielle, donc de -1 à +1 sur x. Sur y, ça n'a pas vraiment d'importance, donc on va le laisser à 0. Donc ce sera un nombre aléatoire compris entre 0 et 0, donc ce sera toujours 0. Et pareil pour z, un nombre aléatoire compris entre -1 et +1, de manière à ce que la direction change à chaque frame. Elle va être modifiée à chaque frame. Pour voir un peu ce qui se passe, on peut rajouter un visualiseur. Donc, je fais un bouton droit ici sur la petite icône visualisation. Je clique sur le petit plus à côté de Scene et je vais créer un nouveau marqueur. Et je vais lui demander de m'afficher l'attribut de direction et je vais lui demander d'afficher un vecteur. On peut régler ici la taille d'affichage. Et voilà, et donc je ressors du solver. Donc ça c'est une constante, on verra après, il y a moyen de contourner un petit peu ça, mais quand vous êtes à l'intérieur du solver, vous ne pouvez pas le voir fonctionner. Une petite analogie serait que vous ne pouvez pas conduire une voiture quand vous avez la tête dans le capot. Là ici c'est un petit peu pareil. Donc je remonte dans mon objet géo, et ici quand je viens jouer l'animation, je vois que ma direction, a priori, évolue. Alors, elle n'a pas l'air d'évoluer beaucoup. La raison pour ça, c'est que cet attribut randomize va générer une valeur aléatoire basée sur le numéro du point. Et ici, donc, ce point, bien évidemment, a toujours le même numéro, c'est le point numéro 0. Et donc, frame après frame après frame, le vecteur de direction va être modifié exactement de la même manière. Donc dans les options de l'attribut randomize, on va venir ici changer le global seed, qui est la racine aléatoire, et on va faire en sorte qu'elle change à chaque frame. Donc ça on peut l'animer à la main, et sinon le plus simple, ça va être d'utiliser $f, qui est une variable globale et qui contient le numéro de la frame courante. Et donc si je suis à la frame 1, $f vaut 1. Quand on sera à la frame 48, $f vaudra 48, etc. Voilà. Et on a maintenant notre petit point qui se promène. Alors je vais activer ici en bas à gauche le real time toggle de manière à ce que ça n'aille pas trop vite. Voilà. Et on voit donc maintenant le vecteur de direction qui évolue. À chaque frame, il va être décalé dans un sens ou dans l'autre de plus ou moins 1 degré. Donc ça, déjà, ça commence à être un petit peu intéressant. Le problème, c'est qu'on a un résultat qui va être relativement difficile à contrôler. Donc ce qui pourrait être intéressant, c'est de définir pour cet insecte, de définir une sorte de rayon de braquage, une possibilité de virage. Donc dans l'initialisation, on va définir une valeur qui va nous permettre de contrôler l'ouverture de tout ça. Donc on va rajouter un float
Et on va appeler ça, il faudrait appeler ça rayon de braquage, c'est un petit peu long à écrire. On va appeler ça virage. C'est pas forcément hyper explicite. Et pour que ce soit facile à contrôler, l'idéal ce serait que ce rayon de braquage, cet attribut virage, soit en degrés. Et donc on va dire par exemple 5 degrés. Je vais mettre deux slash pour pouvoir faire une petite note. C'est une note pour moi-même. Le virage est en degrés. Et dans le solver maintenant, on va venir faire en sorte de pouvoir utiliser ce truc là. Donc plutôt que de modifier directement notre vecteur dir, on va venir créer une nouvelle valeur aléatoire. Pardon, c'est bien virage. Donc on va venir créer une nouvelle valeur aléatoire et on viendra multiplier cette valeur par notre rayon et on fera tourner notre vecteur de direction en fonction. Donc, de cette manière, on aura quelque chose de beaucoup plus contrôlable. Donc on va appeler ce nouvel attribut change direction. On va le mettre ici en mode set value. Donc à ce niveau-là, on a créé un nouvel attribut qui s'appelle changeDir. Ce paramètre changeDir va être une valeur comprise entre -1 et +1. Ici, qui nous permettra, en le multipliant par notre valeur de virage, de savoir de combien de degrés est-ce qu'il va falloir faire tourner notre direction. On va maintenant appliquer ce changement de direction. On va appeler ce node virage. Et on va utiliser là encore les matrices. Et donc, dans la vue de dessus, on va venir faire pivoter notre vecteur dans un sens ou dans l'autre. Donc on va le faire tourner sur l'axe Y de cette valeur. Donc pour faire tout ça, c'est le même principe que ce que j'ai déjà présenté dans une vidéo sur l'orientation des points. Donc je vais faire un petit rappel de tout ça. On a besoin d'un vecteur qui va être notre axe de rotation. Donc on va faire tourner un vecteur, donc on a besoin d'un axe. Donc on va créer un vecteur up et qui sera un vecteur vertical. Donc 0 sur x, 1 sur y, 0 sur z. Ensuite on va avoir besoin d'une matrice. Donc une matrice c'est une sorte de recette de transformation. Une matrice de transformation c'est un bloc de données qui va contenir des instructions en quelque sorte pour transformer un élément géométrique, donc pour faire des transformations, des rotations ou des échelles dessus. Donc on va commencer par créer une matrice identitaire, c'est-à-dire une matrice neutre. Donc on va définir une nouvelle matrice qu'on va appeler M pour faire court. Donc son type matrix, son nom M, et on va l'initialiser avec la fonction ident qui va donc nous créer une matrice identitaire. Ensuite on va demander à Houdini de faire tourner cette matrice d'un certain angle selon le vecteur up. Donc on va générer notre variable angle et donc l'angle sera notre attribut changeDir multiplié par l'attribut virage. Donc ça, changeDir c'est une valeur aléatoire qui sera comprise entre -1 et +1 à chaque frame, qui va changer à chaque frame, et virage c'est l'angle maximum duquel notre direction va pouvoir changer.
Voilà, donc on a notre vecteur up, on a notre matrice, notre angle. On va donc maintenant faire tourner cette matrice donc grâce à la fonction rotate. Et cette fonction rotate va prendre en tout cas la version qu'on veut utiliser. On a besoin de 3 paramètres, donc une matrice, un angle, donc une quantité de rotation, et un axe. Donc notre matrice c'est M, notre angle c'est angle, et notre axe c'est up. Donc notre matrice vient d'être transformée, et maintenant on va venir l'appliquer sur l'élément qu'on veut faire tourner. Donc en l'occurrence c'est notre direction, et donc on va lui dire que notre vecteur direction va prendre la valeur de lui-même, donc du vecteur direction multiplié par la matrice. Voilà. Et on voit donc ici notre vecteur qui change. Et ensuite, bien évidemment, on va appliquer le déplacement. Donc ça ne change pas. Hein. On prend la version normalisée de la direction, on le multiplie par la vitesse pour savoir s'il faut qu'on aille très loin ou qu'on reste à proximité de l'endroit où on était sur cette direction, et on modifie la position en fonction. Voilà. Et donc a priori ça fonctionne, mécaniquement ça fonctionne. Par contre le résultat est un peu bizarre. On voit que notre vecteur de direction saute dans tous les sens. La raison pour ça, c'est tout simplement que la fonction rotate s'attend à avoir un angle en radian, et nous on lui a donné un angle qu'arbitrairement on a défini comme étant des degrés. Donc pour passer d'un angle en degrés en radian, on va tout simplement multiplier par 360, diviser par 360 et multiplier par 2pi, donc 6,28. Donc je vais le mettre sur une ligne à part, ce sera plus clair. Donc l'angle, ça va être égal à 6,28 fois notre angle divisé par 360. Voilà, et on a quelque chose maintenant de beaucoup plus raisonnable, puisqu'à chaque frame, notre point, la direction de notre point va changer d'une valeur comprise entre plus et moins 5 degrés. Donc si on veut un point qui se balade de manière un peu plus libre, on peut augmenter dans l'initialisation la valeur de virage. On va avoir un point qui va se promener de manière, en faisant des virages un petit peu plus serrés. Si on met une valeur de 180 degrés, on va avoir un comportement complètement erratique, puisque notre insecte va pouvoir changer radicalement de direction à chaque fois. Donc on va laisser quelque chose comme 25 degrés, c'était pas mal. Et voilà pour ce principe-là. Donc ce potentiel insecte, puisque pour le moment ça n'est encore qu'un point qui se déplace de manière très très simple, ce potentiel insecte bien évidemment va se déplacer sur un terrain, sur un sol. Donc on va venir créer un sol. Je vais renommer ce node insecte. On va l'appeler simulation plutôt. Simulation, ce sera plus clair. Voilà. Et on va créer un nouveau node géo qu'on va appeler terrain, et dans lequel on va venir modéliser rapidement un terrain. Donc on va faire une grille. On va faire une grille de 50 cm, de 1 mètre sur 1 mètre. Donc on a décidé d'utiliser comme unité le centimètre. Donc pour avoir une grille de 1 mètre sur 1 mètre, il faut bien 100 cm par 100 cm. Et ici, on va y aller tranquillement au début, je vais augmenter également le nombre de subdivisions pour avoir quelque chose de relativement défini, afin d'appliquer
un node maintain. Et comme on a une très grande échelle, ce node est réglé pour fonctionner correctement sur une échelle beaucoup plus réduite. Donc je vais ici augmenter l'élément size et également l'amplitude. De manière ici à obtenir quelque chose qui soit un petit peu intéressant. Bonne pratique, je termine ma construction avec un null auquel je donne le nom out en majuscule. Et maintenant, dans ma simulation, eh bien, on va venir faire en sorte que notre insecte repose sur le sol. Alors on va faire quelque chose de très très basique. Donc dans un premier temps, bien évidemment, je vais importer ce terrain. Donc je crée un node object merge et ici je viens récupérer terrain out. Je le branche dans cette entrée, dans le input 2, et à l'intérieur du solver, j'ai donc ici input 1, 2, 3, 4. Je sais que l'input 2, celui-ci, donc c'est mon terrain. Okay, ça c'est le terrain. Et suite au déplacement, je vais utiliser le node qui s'appelle Ray. Et ce node va permettre de projeter de la géométrie sur une autre géométrie. Okay, donc là, l'entrée de gauche, c'est les points ou les primitives à projeter. Donc là, je vais brancher dedans mon petit insecte. Et l'objet sur lequel je veux le projeter, je vais le brancher dans la deuxième entrée. Et je vais régler le node Ray, je vais régler son paramètre method de manière à le mettre sur minimum distance. Donc comme ça, à chaque frame, l'insecte va se déplacer, on va dire comme s'il était dans le vide, mais il va venir se replaquer. Après son déplacement, il va venir se replaquer automatiquement sur le sol, sur le point le plus proche. Donc on a bien maintenant notre petit insecte qui se déplace correctement. Alors on peut le faire un petit peu plus véloce. On va augmenter sa vitesse. Peut-être même mettre 0,3 mm par frame. Voilà, on a donc maintenant notre point qui se produit. Maintenant que notre système est en place, au lieu de créer un seul insecte avec le add, on a ici notre terrain et on va pouvoir utiliser le node scatter qui va générer plein de points. Je ne rentre pas dans les détails de tout ça, mais je peux décocher le relax iterations de manière à avoir une répartition un petit peu plus chaotique. Et ces 1000 points, je vais les passer dans l'initialisation et faire jouer le solver. Je vais réduire à nouveau le point size de manière à ce qu'on voit soit visuellement plus intéressant. Et je peux également désactiver l'affichage de la direction. Et donc on a maintenant tous nos petits insectes qui courent sur le terrain. Alors on va corriger une dernière chose qui est que on le sent dans les quelques premières frames, tous les insectes ont tendance à partir dans la même direction. Et ça, bien évidemment, c'est parce que dans l'initialisation, on a défini le vecteur de direction vers les X positifs pour tout le monde. Donc on peut garder ça comme valeur par défaut pour le moment, mais on va utiliser un attribut randomize, voilà, de manière à donner une valeur aléatoire. Donc
sur un attribut de point qui est la direction, je veux donner une valeur, et cette valeur donc est bien un vecteur, dimension 3, et sur x et z, je veux une valeur comprise entre -1 et +1, et sur y, on n'en a pas besoin. Même si ce serait de toute façon contrebalancé par le ray qui va venir replaquer les points au sol, c'est préférable de ne pas avoir de variation sur y, puisque si on ne s'en sert pas, on ne s'en sert pas. Voilà, comme ça, dès la première frame, tout ce petit monde se met à partir dans des directions complètement aléatoires. Donc on peut jouer un petit peu avec le terrain, faire un terrain plus ou moins chaotique ou au contraire plus régulier. Et bien évidemment les insectes vont suivre ce nouveau terrain. Et voilà, donc on va en rester là pour cette première vidéo, et dans une seconde vidéo on viendra enrichir notre solver de manière à donner des comportements un petit peu plus intéressants à toutes ces fourmis, donc notamment faire qu'elles aient un petit peu la flemme de monter et qu'elles aient plutôt tendance à choisir les chemins de moindre pente. Également faire une gestion même très basique des collisions, et puis d'autres comportements qui nous permettront de donner un côté beaucoup plus insectoïde, beaucoup plus vivant à notre petit système. Voilà, donc en attendant, je vous laisse retravailler un petit peu tout ça s'il y a besoin. N'hésitez pas à poster des commentaires pour poser d'éventuelles questions ou faire des remarques. Et à très bientôt.